très près de chez moi. D'ailleurs, moi, je passais tout le temps par Bougie pour aller à Alger. C'est parce que c'est... Bienvenue sur Icônes et Silences, le lieu où nous écoutons les échos que l'histoire a tenté d'étouffer. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier d'un homme que la France pensait connaître par cœur, un homme qui a fait danser des générations entières sur des rythmes de fête et de soleil. Mais regardez bien Enrico Macias, aujourd'hui, à 87 ans, l'homme qui apparaît en public marche difficilement, le visage marqué par une fatigue qui dépasse le simple poids des années. Dans les coulisses de Paris, les rumeurs ont longtemps circulé. On chuchotait qu'il était gravement malade, on craignait le pire, on parlait de ces maux impitoyables qui emportent les vieillards. Pourtant, les médecins sont formels et impuissants, car ce qui tue à petit feu notre chanteur n'est pas un cancer, ni une défaillance cardiaque, c'est une pathologie invisible au rayon X, une maladie de l'âme composée de 3 poisons mortels, l'exil, la solitude et une trahison financière qui menace de le laisser à la rue. Imaginez un instant la cruauté de la situation, celui que l'on surnomme le chanteur de la paix, celui qui a offert sa fortune et son cœur à tant de causes humanitaires, se retrouve aujourd'hui au bord du précipice. Alors que les projecteurs s'éteignent, Enrico ne rentre pas se reposer dans la sérénité d'un patriarche comblé. Il rentre pour affronter ses démons dans une maison vide, cette célèbre villa de Saint-Tropez qu'il risque de perdre à tout jamais à cause d'une escroquerie bancaire vertigineuse de 30 millions d'euros. Sans sa femme Suzy, partie trop tôt et sans la possibilité de poser un jour le pied sur sa terre natale de Constantine, il endure une souffrance que la morphine ne peut apaiser. Comment en est-il arrivé là? Qui sont ces hommes en col blanc qui ont profité de sa confiance pour le dépouiller de son dernier refuge? Et pourquoi, malgré la douleur physique et le chagrin, refuse-t-il de se taire? L'histoire d'Enrico Macias n'est pas seulement celle d'une star déchue, c'est le récit d'une blessure ouverte il y a 60 ans qui ne s'est jamais refermée. Pour comprendre pourquoi cet homme se bat encore avec l'énergie du désespoir, il faut remonter le temps. Il faut retourner là où tout a commencé, sous le soleil brûlant d'une Algérie qui allait bientôt basculer dans le chaos. Avant que les nuages ne s'amoncellent, il y avait la lumière, une lumière si aveuglante qu'elle a traversé la Méditerranée pour illuminer une France grise et pluvieuse. Pour comprendre la chute vertigineuse et la douleur actuelle d'Enrico Macias, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse du sommet qu'il a atteint. Tout a commencé par un miracle inattendu au début des années 60, alors que le jeune Gaston Grenacia débarquait à Paris, le cœur lourd et les poches vides. Personne n'aurait parié qu'il deviendrait la voix de tout un peuple. Pourtant, en quelques notes grattées sur une guitare, il a transformé son exil en un triomphe absolu. Rappelez-vous de cette époque, la France découvrait les yéyés, le rock et la insouciance, mais Enrico est arrivé avec quelque chose de différent, quelque chose de plus profond. Avec Adieu mon pays, il n'a pas seulement chanté une chanson, il a poussé un cri viscéral qui a résonné dans le cœur de millions de déracinés. Du jour au lendemain, ce jeune homme au regard triste est devenu le prince de la variété française. Les salles de concert de l'Olympia à Bobino affichaient complet des mois à l'avance. Il était devenu l'idole non seulement des pieds noirs qui pleuraient leur terre perdue en l'écoutant, mais aussi de tous les Français qui trouvaient dans sa voix une chaleur humaine irrésistible. Les succès se sont enchaînés comme des perles sur un collier de jasmin. Les filles de mon pays, l'Oriental, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Chaque titre était une fête, une invitation à la danse et à la fraternité. Enrico Macias n'était plus un simple chanteur, il était devenu un symbole vivant, une icône de la réconciliation. On le voyait partout à la télévision, souriant, rayonnant, toujours entouré d'amis et de musiciens, prêchant l'amour universel avec enfants de tout pays. Il a parcouru le monde, portant son message de paix jusqu'aux tribunes des Nations Unies et a été accueilli comme un chef d'État en Égypte par le président Sadat. C'était l'apogée, le moment où l'artiste semblait intouchable, protégé par l'amour inconditionnel de son public. À cette époque, l'argent coulait à flot et la reconnaissance était mondiale. Enrico était le visage de la joie de vivre, celui qui mettait de l'ambiance dans les mariages et les fêtes de famille. Il avait réussi à bâtir en France ce qu'il avait perdu en Algérie, une grande tribu joyeuse et bruyante. Il pensait avoir vaincu le sort, il pensait avoir trouvé un nouvel équilibre inébranlable. Mais ce que le public ne voyait pas, aveuglé par les paillettes et les rythmes entraînants, c'est que cette gloire
gloire immense était construite sur un sol fragile. Chaque sourire public d'Enrico était un masque posé sur une cicatrice qui refusait de guérir. Il chantait pour oublier, il amassait les succès pour combler un vide sidéral. On le croyait guéri de son passé, on le voyait comme un homme comblé, riche et célèbre. Pourtant, au milieu de ces foules qui l'acclamaient, Enrico commençait déjà à ressentir le froid de la solitude. La célébrité est une drogue puissante, mais elle a des effets secondaires redoutables. Alors qu'il était au zénith, adulé par des millions de fans, les premières fissures commençaient à apparaître dans la forteresse dorée qu'il s'était construite. Car derrière l'image du chanteur festif se cachait une réalité bien plus sombre, une réalité faite de pression, de gestionnaires avides et d'un système qui ne voit en l'artiste qu'une machine à générer du profit. Et c'est précisément dans cette ombre, juste derrière la lumière des projecteurs, que les graines de son futur cauchemar ont été semées. Tandis que la France entière dansait sur ses refrains ensoleillés, une autre réalité se jouait dans le silence des loges. Il y a une violence inouïe dans le monde du spectacle, une règle tacite qui exige que l'artiste ne soit qu'un miroir de nos propres désirs, jamais le reflet de ses propres souffrances. Enrico Macias a appris cette leçon de la manière la plus brutale qui soit. Le public voulait l'oriental joyeux, le pied noir exubérant qui tape dans ses mains. Il ne voulait pas voir le jeune homme traumatisé qui avait vu son monde s'effondrer un certain 22 juin 1961. Ce jour-là, à Constantine, son beau-père et mentor Cheikh Raymond avait été abattu en pleine rue, marquant la fin de l'innocence et le début de l'exil. Mais le show business est une machine vorace qui ne s'embarrasse pas de deuil. Pour survivre dans cette industrie et pour nourrir sa famille déracinée, Gaston a dû s'effacer pour laisser la place à Enrico. Il a dû porter un masque souriant alors que son cœur saignait encore. Les producteurs et les maisons de disques ont flairé le filon de la nostalgie heureuse. Ils ont formaté son image, l'enfermant peu à peu dans ce rôle de l'amuseur public perpétuel. On lui demandait de chanter la fête encore et encore alors qu'il aurait peut-être voulu hurler sa douleur ou pleurer ses morts. Cette dichotomie a créé une fracture intérieure, une schizophrénie émotionnelle qui a rongé ses nerfs année après année. Il était devenu prisonnier de son propre personnage, condamné à être l'homme qui apporte le soleil aux autres, tout en restant dans l'ombre de sa propre histoire. Et puis il y a eu les vautours. La célébrité attire inévitablement une cour de parasites, de faux amis et de conseillers mal avisés. Enrico, avec sa générosité légendaire et son âme d'artiste plus attaché aux sentiments qu'aux chiffres, était une proie idéale. Dans ce tourbillon de succès, il n'a pas vu ou n'a pas voulu voir que certains de ceux qui lui tapèrent dans le dos ne s'intéressaient qu'à la poule aux œufs d'or. Il a signé des contrats sans les lire, il a fait confiance aveuglément, croyant retrouver dans ce milieu la solidarité tribale de son enfance. Mais l'industrie musicale n'est pas une famille, c'est un marché. On l'a pressé comme un citron, enchaînant les galas, les tournées épuisantes, les émissions de télévision, sans jamais lui laisser le temps de se poser, de réfléchir ou simplement de vivre. On lui a volé sa jeunesse en échange de la gloire, on lui a pris son intimité en échange des applaudissements. Il vivait dans une bulle dorée, coupé de la réalité, entouré de gens qui lui disaient oui pour mieux profiter de ses largesses. C'est cette naïveté touchante, cette incapacité à voir le mal chez l'autre qui allait le conduire des décennies plus tard vers le piège le plus destructeur de sa vie. Car lorsque l'on passe sa vie à donner sans compter et à faire confiance sans vérifier, on finit par ouvrir la porte au loup, et pour Enrico, le loup portait un costume de banquier bienveillant. L'année 2008 restera gravée comme le début de la fin, une année maudite où le ciel s'est effondré sur la tête d'Enrico Macias. Le destin, parfois cruel, a décidé de le frapper 2 fois en plein cœur et au portefeuille, le laissant chancelant au bord du gouffre. Le premier coup, et sans doute le plus fatal pour son âme, fut la perte de Suzy. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était la fille de Cheikh Raymond, le dernier lien vivant avec sa mémoire, sa boussole et son ancre dans ce monde tumultueux. Lorsqu'elle a rendu son dernier souffle après un long combat contre la maladie, une partie d'Enrico est morte avec elle. Il s'est retrouvé soudainement orphelin une seconde fois, errant dans une maison devenue trop grande et trop silencieuse, parlant aux ombres pour tromper son chagrin.
Mais alors qu'il était à genoux, vulnérable et aveuglé par les larmes, le piège financier s'est refermé sur lui avec une violence inouïe. C'est à ce moment précis, profitant de sa faiblesse, que le scandale de la Landsbanki a éclaté, transformant son deuil en cauchemar éveillé. Enrico avait hypothéqué sa villa de Saint-Tropez, ce refuge qu'il avait mis toute une vie à bâtir. Il faut comprendre que cette maison n'était pas un simple investissement immobilier de star. Avec ses arcades et ses jardins, elle était une reconstitution de son Algérie perdue, le seul endroit sur terre où il se sentait encore chez lui. On lui avait promis que ce montage financier sécuriserait l'avenir de ses enfants, mais la banque islandaise a fait faillite et du jour au lendemain, le créancier est devenu débiteur. Le réveil a été brutal, on lui réclamait la somme astronomique de 30 millions d'euros. Imaginez l'angoisse d'un homme de 70 ans qui découvre qu'il pourrait finir ses jours à la rue, expulsé de son propre sanctuaire. La justice, froide et implacable, a commencé à saisir ses comptes, à menacer ses biens. L'icône de la chanson s'est retrouvée traînée devant les tribunaux, non pas pour être honorée, mais pour se défendre d'être ruiné. C'est ce stress toxique, cette peur viscérale de tout perdre une seconde fois qui a commencé à ronger son corps. Ce n'est pas l'âge qui a brisé le dos d'Enrico, c'est le poids insupportable de cette injustice. Le public a vu un homme qui continuait de chanter, mais en réalité, chaque concert était devenu une nécessité vitale pour payer des avocats et des intérêts exorbitants. Il vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, se réveillant chaque matin avec la peur que les huissiers ne viennent changer les serrures de sa vie. C'est cette anxiété permanente, ce sentiment d'être spolié et trahi par le système qui constitue la véritable maladie qui le consume aujourd'hui. Mais au fond de cet abîme, alors que tout semblait perdu, une vieille colère s'est réveillée. L'animal blessé a décidé qu'il ne partirait pas sans rugir une dernière fois. Au crépuscule de sa vie, alors que le corps se fait lourd et que les batailles judiciaires ont épuisé ses dernières réserves d'énergie, Enrico Macias a choisi de ne plus se taire. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas pour implorer la pitié des banquiers ou des juges qu'il élève la voix aujourd'hui. C'est pour révéler la véritable nature de ce mal qui le ronge, et c'est une vérité qu'il a longtemps gardée enfouie sous ses sourires de façade. Lors de ses récentes apparitions, derrière ses lunettes fumées, il a laissé entrevoir une certitude bouleversante. Il a compris que ni les chirurgiens parisiens qui ont opéré son dos, ni les médicaments ne pourront jamais guérir sa véritable blessure. Il existe pourtant un remède, un antidote unique capable de redresser sa silhouette voûtée et d'apaiser son cœur arythmique, mais cet antidote lui est cruellement interdit. Ce remède miracle, c'est Constantine, c'est le parfum des orangers de son enfance, c'est la poussière de ses rues où il a appris à jouer du oud, c'est le soleil de cette terre qu'il a vu naître et qu'il a rejeté. Enrico a fini par l'avouer à demi-mot, comme on confesse un secret inavouable. Son rêve ultime, celui qui le maintient encore en vie malgré les chutes et les dettes, serait de pouvoir se recueillir ne serait-ce qu'une minute sur la tombe de cher Raymond. Il ne veut pas y retourner en star, ni en homme politique, il veut juste y retourner en tant que Gaston, le petit garçon juif qui n'a jamais voulu partir. Il imagine que s'il pouvait marcher une dernière fois sur ce sol sacré, toutes ses douleurs s'envoleraient, que la boucle serait bouclée et qu'il pourrait enfin trouver la paix. Mais la tragédie d'Enrico est là, dans cette porte fermée à double tour, par l'histoire et la rancune. Il y a des hommes, des systèmes et des mémoires blessées de l'autre côté de la Méditerranée qui considèrent son retour comme impossible, voire impardonnable. Chaque fois qu'il a essayé de tendre la main, chaque fois qu'il a espéré un voyage de réconciliation, le destin ou la politique s'en sont mêlés pour briser son espoir. C'est cela qui le tue aujourd'hui. C'est de savoir que l'antidote est là, à seulement quelques heures d'avion, mais qu'il est condamné à mourir de soif à côté de la fontaine. Il se tient là, sur le rivage de sa vieillesse, regardant vers le sud avec le désespoir de ceux qui savent qu'ils ne rentreront jamais à la maison. Sa maladie porte un nom terrible, c'est le chagrin d'un amour interdit entre un homme et sa terre natale. Au terme de ce voyage dans les cicatrices d'une légende, l'histoire d'Enrico Macias nous tend un miroir troublant. Elle nous rappelle brutalement que la gloire ne vaccine pas contre le malheur et que les millions d'albums vendus ne peuvent pas acheter ce qui compte vraiment, une terre où reposer en paix et une main aimée à tenir.
Nous avons passé des décennies à danser sur ses musiques, à consommer sa joie comme un produit inépuisable, mais avons-nous pris le temps d'écouter les silences entre ses notes? Aujourd'hui, alors que l'artiste lutte pour conserver sa dignité face aux créanciers et à la maladie, il nous force à nous poser une question dérangeante. Sommes-nous prêts à aimer nos idoles lorsqu'elles ne brillent plus, lorsqu'elles deviennent fragiles, humaines, et qu'elles nous demandent non plus des applaudissements, mais de la justice? Le cas d'Enrico est universel car il touche à la peur la plus primitive de l'homme, celle de finir sans abri et sans racines. Qu'importe que les murs soient dorés ou modestes, perdre sa maison, c'est perdre la mémoire de sa vie. Pour Enrico, cette villa menacée est le dernier bastion contre l'oubli, le dernier morceau tangible d'un rêve qu'il a partagé avec Suzy. Si la banque lui prend cela, elle ne lui prend pas seulement des pierres, elle lui arrache sa colonne vertébrale. Peut-être que la véritable leçon de vie d'Enrico Macias n'est pas dans ses chansons festives, mais dans ce dernier combat crépusculaire. Il nous enseigne que l'on peut tout avoir et tout perdre, mais que personne ne peut saisir ce que l'on porte au fond du cœur. Sa maladie est celle de tous ceux qui ont dû partir sans jamais pouvoir revenir, avant que les lumières ne s'éteignent définitivement sur ce grand théâtre qu'est sa vie. Il ne demande pas la charité. Il demande simplement à être entendu, non plus comme l'amuseur public, mais comme un homme qui cherche désespérément le chemin de la maison, comme il l'a si souvent chanté sans que nous comprenions vraiment la gravité de ses mots. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour aimer, et aujourd'hui, il espère juste que cet amour lui sera rendu avant qu'il ne soit trop tard. C'est à nous, désormais, d'écouter la voix de Gaston derrière le costume d'Enrico. Merci d'avoir écouté cette histoire avec nous sur Icônes et Silences. N'oubliez pas que derrière chaque légende, il y a un cœur qui bat et qui saigne. Prenez soin de vous et de vos souvenirs. À bientôt.